Regardez cette carte. Alors, vous ne voyez pas forcément de là où vous êtes, mais vous avez ici Terre Napoléon. Et je vous montrerai tout à l'heure. Là, vous avez le golfe Bonaparte, et là, vous avez le golfe Joséphine. Carrément. C'est une carte, comme nous le disions tout à l'heure avant de commencer, qui a été publiée à Paris en 1811. La première carte complète, ou à peu près complète, hein, il y a quelques petits détails qui manquent, de l'Australie a été publiée en France, en plein Empire, en 1811, et pas du tout en Angleterre. Imaginez la tête des Anglais. On va y revenir. Ça ne s'est pas très bien passé. Mais on va repartir un peu en arrière. On va commencer nous allons commencer le 30 mars 1772. Ce jour-là, Louis Alénaud de Saint-Aloy, un breton, vous l'aurez deviné, prend possession de l'Australie pour le roi Louis XV. Donc oui, vous avez bien entendu, la France prend possession de l'Australie pour le roi Louis XV, ici. Cet endroit s'appelle aujourd'hui Shark Bay. En français, c'est la baie des chiens marins. Donc, comme l'a dit un jour quelqu'un avec qui j'avais travaillé, Loïc Perron, avec un nom pareil, je devine bien qu'il n'y a pas que des sardines en dessous. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1772, vous imaginez bien qu'ici, on est au milieu de strictement nulle part. Vous avez tout l'océan Indien ici, vous avez un désert entier ici, nulle part. Qu'est-ce qu'il faisait là? Comme tout le monde à l'époque, il était à la recherche de ce qu'on appelait la terre de Gonneville. On est en plein milieu du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le siècle de la raison, et au XVIIIe siècle, on était intimement persuadé qu'il existait une terre émergée au sud, qui était l'équivalent des terres émergées du nord que nous connaissions déjà, alors que celles du sud que nous ne connaissions pas, et qui équilibrait le globe. Et donc, les explorateurs de l'époque cherchaient cette fameuse terre de Gonneville qui était censée équilibrer le globe. Alors, pourquoi terre de Gonneville? C'est du nom d'un Honfleuret, qui est censé être le premier Français. J'ai sa photo. Le voici, 1504. C'est un Français qui est censé être, qui doit normalement être le premier Français à avoir atteint l'Amérique, au Brésil, en 1804. Bon, il faut se méfier de tout ce qu'on dit sur Gonneville. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais le premier récit écrit date de, on est en 1504, date de 1623. C'est un de ses descendants qui a écrit ça. Mais bon, en tout cas, on a baptisé cette terre émergée qu'on imagine existante de son nom, la terre de Gonneville. Alors on en voit, on étant qui? On étant les deux superpuissances de l'époque, la France et l'Angleterre, envoient des expéditions pour chercher cette fameuse terre de Gonneville. Et l'un des personnages importants, c'est Bouvet-de-Lozier. Bouvet-de-Lozier appartient à la Compagnie des Indes orientales françaises, basée à Lorient. Vous savez, le port de Lorient s'appelle Lorient. Au départ, c'était L''Orient. L'endroit où la Compagnie des Indes, dont la Compagnie des Indes avait fait son siège et à partir desquels elle envoyait ses bateaux. Et ces explorateurs à cette époque-là avaient des cartes de ce genre-ci. Ça, c'est une. Elle est de qui celle-là? Elle est de Delisle. Delisle est l'un des cartographes du roi. Et vous pouvez voir ici l'Australie. Et voilà comment on imaginait à l'époque l'Australie. Vous voyez ici les terres que l'on a dessinées qui ont été plus ou moins longées, aperçues. Bref, explorées, c'est beaucoup dire par les Hollandais. Les Hollandais étaient les premiers dans cet endroit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ici en train de coloniser les Moluques, l'Indonésie, c'est d'ailleurs les terres à épices. Et vous imaginez bien que leur navigateur, à un moment ou à un autre, vu la taille de l'Australie, finissait par taper dessus. Donc, ils ont commencé à explorer ça, mais on imaginait que cette nouvelle Hollande, ainsi s'appelait-elle à l'époque en français, faisait non seulement tout ça, mais incluait la Tasmanie, incluait la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire une terre absolument énorme. Regardez la taille par rapport à l'Europe, une terre absolument énorme, qui n'était pas forcément la terre de Gonneville. Vous remarquez que là, il n'y a rien. Bien sûr, on ne connaissait pas encore l'Antarctique, qu'on imaginait peut-être faisant partie, ou en partie, dans cet imaginaire de la terre de Gonneville. Pour vous montrer rapidement, c'est là que je voulais retourner, une carte de la VLF. Voilà avec quoi les explorateurs partaient. On imaginait que la terre de Gonneville était quelque part par là, donc on faisait ce genre de carte de vue le monde vu du sud, la map monde vue du sud.
Et vous regardez, ben voilà, l'Australie dont je viens de vous parler, donc les terres qui ont été aperçues par les Hollandais, la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est censée être apportée, la Nouvelle-Zélande, ce monstre-là, et là, évidemment, rien, jusque-là. Donc il part, notre Bouvet-de-Lozier part en 1738, donc on est quand même très tôt dans le XVIIIe siècle. Quand je dis très tôt dans le XVIIIe siècle, c'est-à-dire que c'est une époque où on n'était pas capable de calculer une longitude. Donc c'était extrêmement difficile de savoir où on était et de faire une carte. Il ne trouve rien, sauf quelques îlots. Voici son trajet. Ça, c'est la carte qui a été dessinée à son retour. Alors, vous voyez toujours cette carte d'en dessous. On cherche toujours la terre de bonne ligne. Voici le trajet de l'Aigle, son bateau, qui a fait ceci. Donc là, il découvre quelques îlots, dont ce qu'il appelle la terre de la circoncision. Il y en a un certain nombre. Vous trouverez un certain nombre de terres de la circoncision, de terres de la désolation, d'îles de la désolation, au fur et à mesure que les navigateurs découvraient un bout de quoi d'ailleurs, on ne sait pas toujours. Bon, il revient ici jusqu'à l'Amérique du Sud. Et il est le premier à découvrir les grands icebergs, les grands blocs d'icebergs, les grands bancs de manchots, les énormes troupeaux de baleines. Mais il n'en reste pas moins que c'est considéré comme un échec. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas découvert la terre de bonne ligne. Il n'a pas mis les pieds sur une terre, il n'a pas mis les pieds sur une terre. Évidemment, puisque nous savons qu'il n'existait pas, mais lui ne savait pas à l'époque. Il n'en reste pas moins que quand il rentre, je suis vraiment désolé pour le masque, il paraît que c'est obligatoire, mais c'est horrible, je suis sûr que c'est horrible pour vous parler. Il n'en reste pas moins qu'il décrit dans son récit et dans son rapport au roi que selon lui, derrière la barrière des tables, bien sûr des tables d'iceberg sur lesquelles il a buté, se trouve cette fameuse terre de Gonneville. Donc les Anglais et les Français continuent de la chercher. Les Anglais et les Français, nous sommes, rappelez-vous, en plein milieu de la deuxième guerre de Cent Ans. Vous connaissez tous la première, celle du Moyen-Âge, mais de Louis XIV à Napoléon Ier, nous avons pratiquement systématiquement été peu ou prou en guerre avec les Anglais. Bon. Peu ou prou, quelques périodes de calme, notamment pendant la Régence, enfin, en général, nous n'étions pas forcément des copains. Nous avons subi des échecs assez cinglants. Nous avons subi un premier échec à la fin de la guerre de succession d'Espagne qui a donné le traité d'Utrecht en 1713 où nous avons perdu tout le nord du Canada. Mais il y a eu surtout la catastrophe de 1763, c'est-à-dire la guerre de 7 ans, qui a donné lieu au traité de Paris où nous avons perdu tout notre empire colonial. Et vous allez voir que c'est un rapport direct avec la recherche de l'Australie quelques années plus tard. Je vais vous montrer. Vous allez voir qu'il y a un rapport Est-Ouest dans ces histoires de recherche des colonies entre les Anglais et nous, qui va se retrouver dans la raison pour laquelle on va aller chercher du côté de l'Australie. Je vous ai parlé, voilà les colonies françaises en Amérique avant le traité de Paris de 1763. Je vous ai parlé tout à l'heure du traité d'Utrecht. Donc ça, c'est ce qu'on a perdu en 1713 à la suite de la guerre de succession d'Espagne, toute la baie de Hudson. Terre-Neuve. Pourquoi Terre-Neuve? Parce qu'évidemment, c'est la richesse absolue de la pêche à la morue. Vous avez donc la France, alors la France, les territoires français, si la France d'ailleurs, qui s'appelle la Louisiane. La Louisiane, évidemment, ce nom n'a rien à voir avec, enfin si, mais ça n'a rien à voir avec l'État de Louisiane d'aujourd'hui, hein, qui est par là. Ça représente à peu près 20 à 20, la surface de 20 à 22 entiers ou en partie, 20 à 22 États des États-Unis d'aujourd'hui. Hein, une terre absolument colossale. Vous avez les fameuses 13 colonies qui sont le noyau de ce que sont plus tard les États-Unis, et vous avez les Espagnols. Bon, ça c'était avant 1763. Après, on va vous faire un truc assez rapide. Hein. La France elle est là, ouais, que c'est moche. Non, ça c'est ma faute. Hein. La France est à peu près en violet, les Anglais ici en bleu, les Espagnols, avant 1763. Après, we've been wiped out. Wiped out. Il nous reste un tout petit peu de terre neuve pour qu'on ait le droit de pêcher 3 morues. Bon. Et donc vous avez remarqué que la Louisiane a été coupée en deux entre les Anglais et les Espagnols. C'est moi qui ai fait ça? Ah bon? On ne sait jamais. Hein. Si quelque chose explose, en général, c'est ma faute. Ça, c'était l'Ouest. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'une balance Est-Ouest, on va y revenir. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'Inde
a été française, bien avant d'être anglaise. L'Inde, avant 1763, tout ce qui est bleu, c'est nous. Soit des possessions directes, soit des alliés vraiment très très directs. Donc ça, c'est tout ce qui est bleu. Tout ce qui est vert, ce sont les États qui sont encore indépendants, c'est-à-dire des sultans et des maharajas. Et puis vous avez 3-4 tachouilles anglaises, Calcutta évidemment, Madras, Bombay, Gujarat, etc. Ça, c'était avant 1763. Guerre de 7 ans. Après. On est où, nous? Alors, tout ce qui est rose, bon, c'est pas moi qui ai choisi le rose pour les Anglais. C'est pas ma carte. Bon. Tout ce qui est rose, c'est anglais. Ce qui est vert, c'est ce qui reste indépendant. C'est-à-dire, encore une fois, sultans et maharajas. Donc, j'ai pas le temps de vous en parler ici, mais donc, le sultanat d'Hyderabad, qui restera très très longtemps un allié très ferme des Français, c'est Tipu Saïb. On va le retrouver pendant la Révolution, on va même le retrouver sous Bonaparte, mais c'est pas notre sujet. Et nous, on est où? Vous vous souvenez des 3-4 taches rouges des Anglais? Eh bien, je vous fais 5 taches blanches des Français, pour ceux qui l'ont appris à l'école comme moi. Chandernagore, Yanaon, Pondichéry, Karékal, Mahé. Rien. Nous avons perdu la totalité de notre énorme empire colonial, bien entendu au profit des Anglais. Il nous reste quelques îles dans les Caraïbes, dont une très importante, Haïti, Saint-Domingue à l'époque, on va y revenir. Ça ne plaît pas à Choiseul. Choiseul, c'est le ministre principal de Louis XV. Et Choiseul décide que ce petit jeu ne va pas durer très très longtemps, et il va falloir relancer la marine française. Mais on ne va pas la relancer militairement comme ça, la marine française elle a disparu, elle avait déjà disparu en 1707. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais 1707, on est déjà en 1763. Choiseul a compris aussi pourquoi, parce que nous n'avons plus de grande marine, nous avons perdu cette guerre. Et il va commencer à la relancer, mais il va commencer à la relancer d'une façon qui ne va pas forcément... J'espionne qui ne va pas forcément déclencher tout de suite une crise avec les Anglais. Donc on commence par les sciences. Je vous rappelle, on est au siècle des Lumières. Et au siècle des Lumières, la science est universelle. On ne se fait pas la guerre pour la science. Et donc les nations autorisent les unes aux autres des explorations scientifiques. Une nation donne un passeport à une autre nation pour que son navire ne soit pas arraisonné par ses propres bateaux, où qu'elle soit, parce que c'est une expédition scientifique, à condition bien sûr de répondre à certaines obligations. Pas de commerce, pas de prise de possession, etc. Le premier qui va repartir, mais repartir où et pourquoi? Gonneville. Cette fameuse terre de Gonneville, on l'a toujours pas retrouvée. Ah ben alors on y retourne. Et la première grande expédition importante, c'est Kerguelen. Oui, celui des îles. Celui-là. Le voici. Kerguelen est envoyé pour rechercher la terre de Gonneville. Il part en 1772, 71 de France. Et 72 des Mascareignes. Je vous rappelle, les Mascareignes, c'est l'île Maurice, qui s'appelait à l'époque l'île de France, l'île Bourbon, qui s'appelle aujourd'hui la Réunion, et les Seychelles, qui nous appartenaient. Donc en plein milieu de l'océan Indien, on a une magnifique série d'îles qui nous servent de marchepied en plein milieu de l'océan Indien. Donc il part vers le sud pour trouver cette fameuse terre de Gonneville. Il atterrit à ce qui seront les îles Kerguelen. C'est un grand banc de brume, on ne voit strictement rien. Il aperçoit vaguement une terre. Mais Kerguelen, la seule chose qui l'importe, c'est lui-même. Et la seule chose qui lui importe, c'est de revenir le plus vite à Versailles pour dire « J'ai trouvé, et excusez-moi du peu, un nouveau Brésil. » Et il repart. Le problème, c'est qu'il repart alors déjà, il n'a pas pris possession de l'endroit, et il repart en abandonnant son second. En général, les expéditions se faisaient avec 2 bateaux. Donc lui, il était sur la Fortune. Et il avait un certain, rappelez-vous le début de la conférence, Saint-Aloine. Aléno de Saint-Aloine était son second, c'était le commandant d'un bateau qui s'appelait le Gros Ventre. Il ne le voit plus, il considère assez rapidement que forcément il a coulé, et il rentre à Paris. Il rentre en France, il se précipite à Paris, à Versailles, dit qu'il a découvert un nouveau Brésil, et prépare une deuxième expédition. Donc Saint-Aloine se retrouve tout seul.
tout seul au milieu des Kerguelen en 1772. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'a pas de GPS, il n'a pas de radio, il n'a pas de... Bloops, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il y a des ordres. Avant de partir, bien entendu, les marins ont des ordres précis sur la mission qui leur est allouée. Et cette mission, notamment, était de descendre vers le sud pour chercher cette fameuse terre de Bonneville. Et une fois qu'ils eussent, ou non, trouvé quelque chose, prière de bien vouloir continuer vers l'est, vers la Nouvelle-Hollande. Saint-Aloard, discipliné, tout seul, mais discipliné, part vers l'est. Et c'est comme ça qu'on le retrouve, comme je vous l'ai dit, en 1772, en train de prendre tranquillement, le voilà, en train de prendre tranquillement, je ne sais pas combien, la possession de l'Australie. Je précise, on est en 1772, personne ne m'a encore hurlé le mot Cook. Comment osez-vous? Cook, le grand navigateur britannique, était bien entendu passé légèrement avant. Cook avait exploré l'est de l'Australie, rappelez-vous, Saint-Aloard est à l'ouest. Cook, c'est les environs de Sydney, c'est à l'est. Il y a quand même 4000 km entre les deux. Bon, pas à peu près, même à l'époque, surtout à l'époque. Cook était passé en 1770. Il a exploré Botany Bay, il a pris possession de ce qu'il a appelé la Nouvelle-Galles du Sud, c'est-à-dire uniquement de la région autour de Botany Bay et de ce qui sera Sydney. Donc d'une partie de l'Australie. C'est la grande différence qu'il y a avec Saint-Aloard, qui lui a pris possession de la totalité de l'île. Et il a pris possession selon des formes qui sont... le voilà Cook. Celui-là, vous le connaissez, c'est le portrait qui est à Greenwich. Il a pris possession selon les formes admises à l'époque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand on découvre une terre nouvelle, vous avez un officier et un peloton qui débarquent, un coup de mousquet, l'officier, on plante le drapeau, fleur de lys ou Union Jack, et on enterre une bouteille. Pourquoi une bouteille? Parce que dedans, on met un parchemin qui inscrit le fait que j'ai pris possession de cette terre au nom de mon roi. On y met des pièces de monnaie. Pourquoi des pièces de monnaie? Parce qu'elles servent à la dater, tout simplement. Il y a une date sur les pièces de monnaie. Et on enferme le tout dans une bouteille et on enterre la bouteille. Pourquoi une bouteille? Parce qu'une bouteille, c'est imputrescible. Donc à moins qu'elle ne casse, normalement, ce qui est dedans devrait se garder. Cette photo, je l'ai prise, et vous allez comprendre pourquoi, je l'ai prise au Shipwreck Museum, qui est à Fremantle, à côté de Perth. Et vous voyez, donc la pièce datée de 1767, celle-là, qu'ils ont retrouvée, ça c'est la capsule de plomb. Il y a beaucoup de plomb à bord d'un navire à cette époque, parce que c'est quelque chose qui n'est pas oxydable et qui permet de protéger pas mal de choses. Donc, la pièce était enfermée dans du plomb. Elle a d'abord été trouvée par un archéologue français, puis des archéologues anglais, dont Myra Stanbury, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui m'a raconté ça, ont trouvé ensuite, quelques mois plus tard, la bouteille. Je vais vous dire quand. Parce que le pauvre Saint-Aloard, quand il est rentré, d'abord, il n'est pas rentré vivant en France. Il est mort à l'Île-de-France, donc à l'île Maurice. Et d'ailleurs, aucun commandant d'expédition n'est rentré vivant du Pacifique avant, même après, jusqu'à après l'ère napoléonienne. Le dernier étant Nicolas Baudin, qui n'est pas rentré vivant non plus. Donc, il a fait un rapport, il a eu le temps de dicter un rapport qui est rentré en France, mais comme il appartenait à l'expédition Kerguelen, comme vous imaginez bien que quand Kerguelen est revenu avec son expédition de colonisation vers ce qui était censé être un nouveau Brésil, ai-je besoin de vous expliquer que planter des plants de tomates au Kerguelen, ça n'a pas vraiment bien marché. Donc il s'est retrouvé à rentrer. Il se retrouve, bon, évidemment l'escroquerie, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, a été découvert. Il s'est retrouvé en forteresse, ça serait oui, il en est sorti plus tard, mais quand même. Mais le problème, c'est que tout ce qui se rapportait à l'expédition Kerguelen était bien entendu frappé du sceau du soupçon. Et le pauvre Saint-Aloard qui dit « j'ai pris possession de la Nouvelle-Hollande », en plus il est mort, donc il décrit, personne ne le croit, c'est enterré. Et vient le problème de la deuxième partie de ce que les nations entre elles admettaient comme étant une prise de possession d'une terre. Un, il fallait le déclarer. On enterre une bouteille parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas venir là pendant très longtemps, on le dit, et deux, on s'installe. Mais comme personne n'a cru le malheureux Saint-Aloard, eh bien aucun Français ne s'est installé. Et on n'a jamais cru, enfin,
du moins, on a toujours eu des doutes. Cette bouteille, qui est la preuve absolue que son rapport était vrai, a été découverte en 1998. Les Anglais n'ont pas attendu 1998 et vous allez le voir tout de suite. Alors, Cook, pendant ce temps, Cook, lui, il attend rien. Vous savez qu'il a fait trois expéditions. La première s'est très bien passée, voilà la deuxième, la troisième s'est un petit peu moins passée, puisque, bon, je le fais à chaque coup dans toute conférence, Cook a été mangé aux îles Sandwich. Ça marche à tous les coups. Les îles Sandwich, aujourd'hui, c'est Hawaï, du nom du comte de Sandwich. Je vous raconterai, si vous en avez envie, pourquoi on appelle un sandwich, d'ailleurs, qu'on mange comme ça, mais il y a une raison. C'est pas parce qu'on a mangé Cook, hein, mais il y en a une raison. Pendant sa deuxième expédition, à partir au-delà de 1772, 1775, je me trompe peut-être d'un an, Cook a prouvé que la terre de Gonneville n'existe pas. Comment il a fait? Il est descendu. Il est descendu, il est descendu, il est descendu. Si vous regardez ça, c'est le trajet de sa deuxième expédition. Et là, il est à plus de 71 degrés sud. J'essaie de faire comprendre ce que ça signifie. 71 degrés sud. Vous n'avez pas un bateau de guerre qui se pointe là. Jamais. S'il y en a, vous imaginez bien qu'ils sont extrêmement surveillés et que c'est affreusement dangereux. Les bateaux de course des grands tours du monde ne descendent plus aujourd'hui du 45, je suis en train de parler de 71. On est en train de parler d'un bateau tout seul, un 3 mâts, 30 mètres, 100 personnes à bord, qui descend là. Ils étaient fous. Ils étaient fous, ils étaient admirables. Donc, descendons jusqu'à là, bon évidemment il n'y a pas de terre de Gonneville. Par contre, il n'a jamais vu, parce que vous imaginez, essayez d'imaginer le brouillard. Il n'est pas passé loin, hein. Heureusement pour lui d'ailleurs, parce que, bon, je ne sais pas ce qui serait passé s'il y avait eu un heure, mais il n'a pas vu l'Antarctique, et donc ce n'est pas lui qui est le découvreur de l'Antarctique. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Un jour, je ferai un sujet là-dessus. Mais en tout cas, il a prouvé que la terre de Gonneville n'existe pas. Alors, on fait quoi, en termes d'exploration, j'entends, entre Français et Anglais, entre les superpuissances? Eh bien, on cherche l'Australie. On explore l'Australie, puisque c'est l'énorme machin que personne ne connaît et qui est encore libre. Eh bien, on y va. Voici les 3 explorateurs de la monarchie. Je vous en ai présenté un, Louis Saint-Aloy, qui est là. Vous avez la Pérouse, tout le monde connaît, qui est venu ici, et vous avez d'Entrecasteaux qui le cherchait lui, et qui a fait ça. Alors, les Anglais, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Posséder une terre, c'est la découvrir, et dire qu'on l'a découverte, et 2, s'installer. Et bien les Anglais s'installent. Ils envoient en 1788, c'est-à-dire 18 ans après le premier passage, et le dernier d'ailleurs passage de Cook à cet endroit-là, ils envoient ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de First Fleet, la première flotte, qui est composée de 11 navires. Il y a à peu près 1400 personnes au total dans cette expédition, dont la moitié de convicts, c'est-à-dire de déportés. Le but du jeu est d'en faire une colonie pénitentiaire. C'est une prison. Cette First Fleet arrive, donc en 1788, arrive le 26 janvier. Et nous avons notre La Pérouse. Vous connaissez tous, je suppose, ce tableau qui est à Versailles, qui montre le roi préparant, La Pérouse montrant l'expédition qu'il prépare au roi, le roi qui le lui a demandé. Le roi voulait son coup. Louis XVI, vous le savez, est passionné de géographie. Il est passionné d'horloge aussi. Sur les temps passants, il y a un rapport direct entre la géographie, notamment les explorations maritimes et l'horloge. C'est que pour faire une exploration maritime, vous devez connaître votre longitude. C'est-à-dire l'endroit où vous êtes dans ce sens-là, autour de la Terre, d'est en ouest. Et pour le connaître, il n'y a qu'une seule façon de le faire, à part des calculs mathématiques en trigonométrie sphérique de tête qui durent 6 heures de suite, je n'exagère pas, c'est d'avoir une montre. Vous 16 ayant passionné des deux, vous imaginez que... Bon. Ça, il est archi connu, ce tableau. Regardez bien un petit détail. C'est un petit détail qui est fortuit, hein, c'est une coïncidence, mais regardez où ça va. Elle est sur l'Australie. Il désigne l'océan Indien à la Pérouse, elle est sur l'Australie.
Bon. Allez, vous reconnaîtrez mieux là. Voilà. Hein, bon. Voilà notre jeune Lapérouse. Donc il arrive 8 jours après l'arrivée, 8 ou 10 jours après l'arrivée. Alors pourquoi je dis 8 à 10 jours après l'arrivée de la First Fleet dont je vous ai parlé? C'est que comme la First Fleet faisait 11 bateaux, ils sont arrivés en 3 jours en fait. 11 bateaux à 8 mois de mer d'Angleterre, on leur pardonne de ne pas arriver tous ensemble, mais à 8 jours près, à 8 à 11 mois de mer, ils sont arrivés à peu près en même temps. Et ceux parmi vous qui sont déjà allés ou qui auront la chance d'aller en Australie, qui parleront de ça, vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire, si vous commencez à parler de ce genre de choses, ah, si la Pérouse était arrivée le premier, nous serions français. C'est parfaitement faux, évidemment, pour 2 raisons. La première, c'est que les ordres de Louis XVI étaient absolument formels. C'était une expédition scientifique, aucune espèce de prise de possession. C'était formel. La deuxième, elle est extrêmement simple. 2 bateaux français, 11 bateaux anglais armés. Vous ne pouvez pas un dessin. Bon, c'est la dernière fois qu'on verra la Pérouse. Il y a quand même un petit détail qui est important pour la présence de la France en Australie. Le premier Européen connu, hein, si jamais il pourrait avoir eu un Hollandais plus tôt, mais le premier Européen connu, enterré en terre australienne, c'est le père receveur, dont voici la tombe ici, qui a été érigée sur ordre de Hyacinthe de Bougainville, on y reviendra. C'était le prêtre de la boussole, donc du bateau de la Pérouse. Il y avait il y avait 2 bateaux, la boussole et l'astrolabe. Receveur est mort donc, dans Botany Bay. Au conditionnel, aurait peut-être été tué par un aborigène, tout à fait au conditionnel. On ne peut pas, hein. On va rester au conditionnel. Il est temps que je vous présente, parce que la compétition commence sur l'Australie entre les Français et les Anglais. Enfin, commence. Elle a déjà, vous avez compris qu'elle a déjà bien commencé, hein, mais elle se continue bien. Il est temps que je vous présente les 2 vrais combattants. 2 bureaux, mais vous allez voir que c'est des combattants de bureau qui tiennent la route. On va monter sur le ring. À droite, Pierre Claret de Fleurieux. Pierre Claret de Fleurieux est un homme extrêmement important. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'il a fait dans l'histoire des montres et des longitudes, mais il a été pendant 15 ans directeur des arsenaux de la marine. Attendez, je vérifie son titre exact. Directeur des ports et arsenaux pendant 15 ans. Ministre de la Marine sous Louis XVI en 1790, miraculeusement rescapé de la terreur. Directeur des ports et arsenaux, ça veut dire qu'il est l'organisateur de pratiquement tout ce qui navigue, que ce soit civil ou militaire, en termes d'expédition. La baie de la Chesapeake, la bataille de la baie de la Chesapeake, qui est la victoire navale française, j'en rajoute un petit peu, la victoire navale française qui a permis aux États-Unis d'exister, n'existe que parce qu'il est un organisateur hors pair. Mais bien entendu, et surtout, il est l'organisateur des expéditions, des grandes expéditions, de d'Entrecasteaux, de Baudin, de Marchand. On ne va pas parler de Marchand aujourd'hui. Donc de ces grandes expéditions scientifiques, c'est lui. Ça, c'était à droite. À gauche, je vous présente Sir Joseph Banks. Volontaire, hein? Oui. Sans que... Hein? Bon. Sir Joseph Banks est le botaniste de la première expédition de Cook et il est devenu le président de la Royal Society en 1778, je crois. Exact. Et il est resté pendant 41 ans. Autrement dit, en Angleterre, c'est Monsieur Science. Il est donc le pendant de Fleurieux de l'autre côté, pas sur le volet militaire, uniquement sur le volet civil, mais il y a un autre détail, c'est que c'est lui qui, notamment d'un point de vue botaniste, a exploré, ou du moins était là pour regarder Botany Bay, et il a fait de l'Australie, la Nouvelle-Hollande, la Nouvelle-Galles du Sud, pour ce qui est des Anglais, sa chose. Il en est vraiment jaloux. C'est lui qui a organisé la fameuse First Fleet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette colonie pénitentiaire est vraiment sa chose. Il tient, vous allez voir qu'il y tient beaucoup. Surtout quand les Français s'en mêlent. Bon, qu'est-ce qu'on fait nous pendant ce temps-là? La Pérouse, notre pauvre La Pérouse, qui a été donc vue pour la dernière fois en 1788 en Australie.
dans les îles Salomon. Le roi Louis XVI et la Convention de concert, pour la seule fois en 1790, pour une fois qu'ils sont d'accord, envoient une expédition essayer de retrouver où a disparu la Pérouse, et peut-être le retrouver vivant, parce que là, il y a peut-être encore une possibilité. Ce portrait de la Pérouse, vous voyez, il est daté de 1837, ça fait longtemps qu'il est mort, donc il est un peu post-mortem, mais bon, ça vous donne une idée, il est en poste d'amiral, il est parti avec le grade d'amiral. Il avait un autre ordre qui était, en même temps, d'explorer la côte sud de l'Australie, qui était à ce moment-là le dernier endroit habité sur la planète qui n'avait jamais été exploré. C'est très important. Le prestige de la nation qui allait être celle qui allait explorer et cartographier la dernière partie habitée de la planète pendant l'époque des Lumières, c'était une question de prestige qui était énorme. Surtout entre la France et l'Angleterre, puisqu'il n'y avait aucune autre marine qui était capable de le faire, surtout pas l'espagnol. Donc, il part avec quelqu'un, avec un génie. Ça, croyez-moi, c'est un mot que je n'utilise pas tous les jours. Beautemps-Beaupré est le créateur de l'hydrographie. L'hydrographie, c'est-à-dire la science de dresser des cartes marines, c'est-à-dire une carte marine, c'est les côtes et les fonds. C'était un génie. Et il était tellement bon que les Anglais le surveillaient de très très près, le savaient très très bien, parce que leur carte n'était pas à ce niveau. Et on va revenir pourquoi ils le surveillaient d'aussi près. Bon. Donc les deux bateaux de l'expédition longent la première partie de la partie. Alors vous voyez le sud, cette espèce de rond de tout le sud de l'Australie. Ils font la première partie ouest, à gauche, et la cartographie de très près, ce sont les premiers. Bien. Ils font aussi une partie de la Tasmanie. On y reviendra, c'est très important. Cette expédition se termine mal. Donc elle est celle qui, déjà, est tout près d'être la dernière, celle qui va faire l'exploration, la dernière côte inconnue d'Australie, mais ça se termine mal. Pourquoi ça se termine mal? Parce que d'abord, d'autres questions que vous avez vues juste avant, son adjoint sur le deuxième bateau, Kermadec, meurent tous les deux en mer du scorbut. L'expédition arrive à Surabaya. Surabaya, c'est en Indonésie, on remonte un petit peu au-dessus, un petit peu à l'échelle du Pacifique. Remonte, on est en 1793. Et là, il découvre que le roi est mort. Le roi a été guillotiné. Et vous avez, déjà que ça ne se passait pas très très bien, vous avez une scission complète entre deux parties de l'expédition, les officiers qui sont tous royalistes, et globalement, je le fais en cours, mais c'est à peu près ça, globalement, les scientifiques qui sont très nombreux, qui sont, eux, plutôt des révolutionnaires. L'expédition explose, les Hollandais font prisonnier les scientifiques, on est en guerre, les Hollandais sont des alliés à ce moment-là des Anglais. Ils ne sont pas encore à nous, ceux-là. Bon, on va attendre Napoléon pour ça. Les Hollandais qui ne perdent pas le Nord présentent la facture de l'aide apportée aux Français, il faut vendre les bateaux. Et vous avez les scientifiques qui rentrent, tout seuls, enfin ils sont relâchés, et ils rentrent sur un autre bateau, ils sont passagers sur le bateau, ils sont autorisés à rentrer avec leur collection, et les cartes de Beautemps-Beaupré. Et, alors les collections à l'époque, ça valait très très cher, hein, ça valait une véritable fortune, n'importe quel, que vous ayez Kew Gardens en Angleterre, que vous ayez le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris en France, que vous ayez Schönbrunn à Vienne, il n'y avait pas de prix à une collection, mais surtout il y avait les cartes de Beautemps-Beaupré, et bien entendu, quand le bateau qui transporte Beautemps-Beaupré, les collections, les scientifiques et les cartes, ce bateau est intercepté par la Royal Navy en rentrant dans la Manche. Un hasard sûrement. Bien. Banks, que vous avez vu tout à l'heure, qui d'abord avait signé le passeport d'autorisation de cette expédition, et au nom de l'universalité de la science, libère presque immédiatement les scientifiques, leur rend leur collection, leur rend les cartes de Beautemps-Beaupré. Mais il a pris la précaution de les faire copier avec la plus grande attention, parce que ces cartes de l'Australie sont totalement insurpassables. Les Anglais savent très bien qu'ils n'arriveront jamais à faire mieux. Plutôt qu'on y a déjà fait, on c'est deux fois. Hop! Sauf qu'on va les retrouver, ces cartes. On va les retrouver parce que, pendant ce temps en Australie, quand même, les Anglais se disent qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Hein. On ne va pas laisser trouver que les Français sont très, mais alors très présents.
nous avons ce jeune garçon, il a 22 ans, à cette époque-là, il s'appelle Matthew Flinders. Le jeune Flinders, il est né en 1774, il est chargé, non, il se charge tout seul d'ailleurs, d'explorer les côtes autour de Sydney. C'est un excellent cartographe. Et il prouve, vous vous souvenez des cartes que je vous avais montrées tout à l'heure, où on pensait que la Tasmanie était rattachée à l'île principale. Eh bien, il fait le tour de la Tasmanie sur un bateau qui s'appelle le Tom Thumb, donc le Tom Pouce, ça vous donne une idée, c'est une barque dans l'étroite basse. Ils en avaient, enfin non, je ne vais pas le dire comme ça parce qu'il y a des dames, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient courageux, les gens. Donc, ils dessinent donc, cette carte du sud-est de l'Australie et de la Tasmanie, ce qui lui permet d'être remarqué par Rolex. Ça va lui servir. Ça va lui servir parce qu'un certain Bonaparte en France vient de prendre le pouvoir. Nous sommes le 18 Brumaire, novembre 1790. Et Bonaparte a une vision de ses relations avec l'Angleterre. Ça fait 800 ans qu'on est en guerre avec l'Angleterre, peu ou prou. Bon. Il ne conçoit pas, ce qui est quand même c'est difficile à concevoir, mais au moment où il prend le pouvoir comme premier consul, il ne veut pas faire la guerre à l'Angleterre à coup de canon. Il veut faire la guerre à l'Angleterre à coup de commerce. C'est encore pire pour les Anglais, encore pire. D'où l'insistance sur le traité d'Amiens, souvenez-vous, le traité de paix avec l'Angleterre de 1803. La phase principale du traité d'Amiens, c'est la liberté des mers. C'est d'ailleurs celle-là que les Anglais vont faire capoter, et c'est la raison pour laquelle ils vont relancer la guerre. Donc, ce que veut Napoléon, c'est une concurrence, le mot sauvage pour les Anglais, une concurrence avec les Anglais, une concurrence commerciale. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Deux choses qu'on n'a plus. Des colonies et une marine. Vous connaissez Bonaparte? On n'en a plus. Et alors, on va en faire une. Mais chez lui, c'est pas une plaisanterie quand il dit ça. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, comme d'habitude, lui, il regarde des cartes. Alors, lui, quand il regarde des cartes, il se passe quelque chose. Vous vous souvenez de cette fameuse balance Est-Ouest? Eh bien, on va la retrouver. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde, si on va vers l'Ouest, on a Saint-Domingue. Saint-Domingue, on l'a récupéré aux Espagnols, qui sont, alors les Espagnols en tant que marine sont finis. Bon, on les a récupérés assez rapidement au traité de 1795, au traité de Bâle, donc ça nous appartient. Donc l'actuel Haïti et l'actuel Saint-Domingue sont aujourd'hui françaises. Et il y avait la Louisiane. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'on a perdu la Louisiane en 1763. Un mois et demi après être arrivé au pouvoir, Bonaparte a décidé qu'il allait récupérer la Louisiane. Il a décidé. Et il n'a pas demandé son avis aux Espagnols. Il leur a imposé un traité dès 1800. Le traité de 100 000 défensions, je crois. Oui, en 1800. Où il a repris purement et simplement la Louisiane, en leur laissant quelques miettes en Italie, qu'il n'aura jamais donné d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder. Hein. On vient d'ici, hop, paf, on atterrit là, et hop, on vient. Alors ça, paf, non seulement c'est un marchepied, mais en plus c'est une véritable corne d'abondance. Saint-Domingue et Haïti, enfin Saint-Domingue, donc qui s'appelait comme ça, était le premier producteur de sucre du monde de l'époque. C'est-à-dire Saint-Domingue à elle toute seule produisait plus de sucre que la totalité des Caraïbes. Une corne d'abondance. Les Anglais appelaient ça une cornucopia, ce qui veut dire exactement la même chose. Et en plus, comme on le dit bien, pour les navires, c'était l'escale idéale pour aller vers la Louisiane. Et la Louisiane, à cette époque, c'était quand même ça. Bon, ça c'est quand il l'a rendu en 1830, ça vous donne une idée de la date. Très bien, ça c'est à l'ouest. Bon, le Bonaparte décide qu'on récupère nos colonies à l'ouest, on les a. Allez. À l'est. Eh ben, c'est là qu'on va parler de Nicolas Baudin, mais je ne vais pas en parler trop. À l'est, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous souvenez, nous avons les Mascareignes. Donc ce fameux marchepied qui est l'équivalent de Haïti, de Saint-Domingue, pardon, à l'époque, nous le possédons aussi vers l'est, vers l'océan Indien et le Pacifique, ce sont les Mascareignes. C'est l'île Maurice. Bon, très bien. Il y en a un peu. Alors oui, quand il était en Égypte, Napoléon, Bonaparte, pardon, oui, il a pensé à récupérer. Oui, il y a eu un plan d'attaque contre l'Inde, concerté avec le tsar Paul Ier en 1800, dans lequel les troupes russes devaient marcher à travers l'Iran vers l'Inde pour le récupérer
sur les Anglais. Donc c'est un plan sur lequel Bonaparte avait vaguement discuté. Je vous rappelle que Paul Ier était fou et que de toute façon, il n'a pas duré longtemps. Donc ça, hop, parti. La seule chose qui intéressait véritablement en Inde Bonaparte, c'était tout simplement de récupérer les 5 comptoirs qui nous avaient été promis par le traité de 1763 et que les Anglais refusaient de nous rendre. Donc il a nommé un général, que nous allons revoir, le général de Caen, pour simplement avoir récupéré Pondichéry et les 4 autres comptoirs. Mais c'est tout. Alors qu'est-ce qui reste, à votre avis? Il reste l'Australie. Cette espèce d'énorme machin dont on sait qu'il est gigantesque, mais dont personne ne connaît rien. Eh ben, puisqu'on n'en connaît rien, Bonaparte, en bon militaire, il envoie une reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est l'expédition Baudin, sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre, puisque vous aurez deux conférences dessus. Donc voilà le portrait de Baudin. Ça, c'est son buste. Il était ici devant le Mouma. Il a été retiré parce que le socle avait été dégradé, mais il est toujours ici. Hein. Ça, c'est des photos que j'ai prises grâce à Gabriel, que vous avez vu tout à l'heure, qui sont dans les réserves du Muséum d'Histoire Naturelle, et qui, un jour ou l'autre, verra l'air, je pense. On va en dire plus. Baudin part, direction l'Australie. Quelle est sa mission? Sa mission est une mission de reconnaissance. Il a une interdiction formelle, 2 interdictions formelles. Un, il est hors de question de prendre possession. Pour l'instant, on regarde. On fait comme coup, comme 1770. On regarde, on prépare. Et 2, interdiction de rencontrer les Anglais. Interdiction, on ne les provoque pas. On est en pleine négociation du traité d'Amiens. On ne va même pas à Sydney. Il se débrouille comme il veut, mais il est retourné. Très bien. Alors, bon, il triche un peu, Bonaparte. Tiens bon. L'expédition est présentée comme étant une expédition autour du monde, et pas spécifiquement tournée vers l'Australie. Bon, les Anglais ne sont pas complètement idiots. Et puis ils se disent, et puis Banks signe le passeport. Et il s'étrangle. Il se dit, c'est pas possible. Bonaparte, une expédition uniquement scientifique. La dernière expédition scientifique de Bonaparte, je vous rappelle, c'était l'Égypte. Mettez-vous à la place de Banks. Bon, j'ai comme quelques doutes. Lui, il était absolument persuadé que l'idée était d'abord de renforcer les Mascareignes, et que l'expédition vers l'Australie, il savait déjà, grâce à l'espionnage anglais, que le tour du monde, c'était pas vrai. Et pour lui, l'expédition vers l'Australie, c'était juste la queue de la comète, mais que ce qu'ils avaient l'intention de faire, c'était vraiment de renforcer les Mascareignes pour couper en deux le commerce anglais entre l'Inde et l'Europe. Regardez où se trouve la Réunion et l'île Maurice. Si cet endroit-là est coupé, ils sont assez mal. D'autant plus que les Anglais se souvenaient très bien qu'à l'époque de Louis XVI, vous avez eu un certain Suffren qui avait lui-même pris d'ailleurs Ceylan, qui avait été surnommé l'amiral Satan, quand même, par les Anglais, et qui avait coupé purement et simplement le commerce entre l'Angleterre et l'Inde. Le truc inimaginable pour les Anglais, c'est pas possible. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous vous souvenez du petit Flinders que je vous ai vu tout à l'heure? Eh bien, on envoie Flinders derrière Baudin, et on envoie depuis Sydney, quand je dis mon séquence, et on envoie depuis Sydney des expéditions devant Baudin pour faire plus vite que lui. Et malheureusement, c'est moi qui m'engage, hein. Bon, vous avez le droit de m'enguirlander pour ça. Malheureusement, il va y arriver. Pourquoi? Parce que Baudin était retardé précisément à l'île Maurice, donc à l'île de France, pour différentes raisons, notamment parce que les colons locaux lui ont vraiment pas facilité la vie, parce qu'ils étaient absolument persuadés qu'ils venaient obliger les colons locaux à appliquer le décret d'abolition de l'esclavage, ce qu'ils ne voulaient absolument pas. Donc ils n'ont pas facilité la vie, il a perdu des mois. Et il arrive, comme vous voyez ici, il arrive au Cap Levine le 27 mai 1801. Donc le Cap Levine, vous savez que c'est l'un des 3 caps sur la planète qui séparent 2 océans. Vous avez le Cap Levine qui sépare l'océan Indien et l'océan Pacifique. Vous avez le Cap qui sépare l'Atlantique du Pacifique. Et vous avez le Cap Horn qui sépare l'Atlantique du Pacifique. Donc il arrive là, et on est en mai, c'est-à-dire on est en hiver. Et il se trouve qu'avec un voilier, se balader par là en plein hiver, on ne joue pas. Lui, il avait ses ordres. Ses ordres, c'était d'aller vite sur ce qu'Alberto Castro avait déjà fait, et ensuite d'explorer ce qui n'avait plus été fait, de terminer l'exploration d'Australie, au nom de la France. Mais il avait aussi l'ordre
d'explorer toute la partie ouest qui était extrêmement mal connue. Tout ce qu'il a fait, puisqu'il arrive au moment-là, il a simplement inversé ses ordres. Et il s'est dit, bon, qu'il ait exploré la partie ouest, je verrai l'est plus tard. Il ne dit pas qu'il ignorait, évidemment, il n'y avait pas de radio à l'époque, je répète. Il ignorait complètement qu'il avait une expédition derrière lui, et l'expédition devant lui. Résultat des courses, Flinders, lui qui partit avec 8 mois de retard, schlaf, il arrive en décembre, c'est-à-dire en plein été. Et ce qui devait arriver, arriva. Encounter Bay, c'est aujourd'hui à Adélaïde, dans le sud de l'Angleterre, de l'Australie peut-être, dans le sud de l'Australie, le 8 avril 1802. Vous avez Flinders et Baudin qui se rencontrent. Alors, tout à fait fortuitement, vous ne savez ni l'un ni l'autre qu'ils étaient dans le coin. D'abord, c'est une date qui est extrêmement importante parce que, à partir de ce moment-là, c'est la fin de l'exploration, c'est la fin de l'ère des Lumières en matière d'exploration scientifique. Pour plusieurs raisons. La première, vous voyez bien que toutes les terres, puisque les seules terres habitées qui n'avaient pas été encore reconnues, c'était celles-ci, toutes les terres habitées sont reconnues, premièrement. Deuxièmement, on est au début de ce qui seront les guerres napoléoniennes, dont il n'y aura évidemment plus aucune expédition scientifique pendant la guerre napoléonienne. Et donc c'est la fin des explorations de mentalité de l'ère des Lumières, c'est-à-dire la découverte pour la découverte, la science pour la science. L'expédition Baudin était la première expédition anthropologique scientifique, par exemple, de l'histoire. Et quand on recommencera des explorations après les guerres napoléoniennes, ce sont des guerres de l'ère industrielle, de l'âge du développement industriel, donc de possession, donc d'exploitation, donc de colonisation, pas du tout le même type de mentalité de la part de ces explorateurs. D'ailleurs, il n'y aura plus jamais un seul scientifique à bord des explorations après la guerre, ce sont tous des militaires. Plus un seul scientifique. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que pour les Français, c'est un choc atroce. Pour les Français et les scientifiques français qui étaient à bord, il y en avait quand même 8 par bateau, c'était pléthore, hein, d'habitude il y en a 2, là il y en a 8. C'est un choc absolument atroce, parce qu'ils ont échoué. Ils étaient censés, c'était censé être eux. Ils ont échoué. Et déjà que ça se passait extrêmement mal entre Baudin qui... comment je vais dire ça, qui était un peu sec, on va dire ça gentiment, et les scientifiques, ces officiers avec lesquels les relations n'étaient pas excellentes, 2 ou 3 étaient des bons petits pets secs, et les scientifiques, mais alors qu'ils ne pouvaient pas le souffrir, ça a été le début de la catastrophe. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que on a perdu. Je vais essayer de vous raccourcir un peu parce que sinon ça va être trop long. Bon, Baudin est malade, très malade, il est mourant. Depuis plusieurs mois, il est atteint de la tuberculose, il se saigne. Il a un courage physique qui est absolument exceptionnel, et donc il pense de très haut. Alors, une lettre que j'aurais voulu vous lire, mais on n'a pas le temps, mais en tout cas, ils sont obligés de revenir à Sydney, ils passent 5 mois à Sydney, et pendant ces 5 mois à Sydney, les Français ont un deuxième choc. Parce que l'Australie, Sydney en particulier, Sydney, pardon, et donc la baie qui est devant, était franchement inconnue. L'état dans lequel se trouvait la colonie pénitentiaire était franchement inconnu de la part des Européens. La seule expédition non anglaise qui était allée à Sydney avant Baudin, c'était un Espagnol qui s'appelait Malaspina, c'était dans 1795, donc c'était beaucoup plus tôt. Il a d'ailleurs jamais revu son rapport, il a été fichu en tôle fichu au trou pour 10 ans par le ministre de l'époque, on ne parlera pas. Il découvre un choc, il découvre une colonie qui se porte très bien. C'est pas du tout le coin pouilleux, avec 3 foufines poussiéreux, non. C'est une colonie qui est forte, riche, puissante. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des réflexes conditionnés. Je rappelle que ce sont des révolutionnaires. Nous sommes sur un bateau militaire de l'époque de la Révolution, encore, en 1802. Mais ils espionnent. Non, ils espionnent, ils relèvent, ils font des plans. Ça, c'est le gouverneur général de Caen, vous vous souvenez, c'est celui qui a été nommé par Bonaparte pour essayer de récupérer nos 5 comptoirs en Inde que nous n'avons pas réussi à récupérer.
il est gouverneur des Mascarenes, donc il est basé à l'île Maurice. Quand les Français passent 5 mois à Sydney, puis repartent, Baudin meurt à l'île Maurice, encore, bon, quand je vous dis qu'aucun n'était revenu vivant, hein, c'est le dernier à ne pas être revenu vivant, mais le gouverneur général de Caen reçoit un rapport d'invasion de Sydney. Ça, c'est le plan de Sydney qui a été dessiné par François Perron, qui était le survivant, on va dire. Donc, qui était à ce moment-là le scientifique principal de l'expédition. Ça, c'est la version publique. Il y a des versions noir et blanc, vous avez des versions plus déterminées, des plans plus précis, etc. Si ça, c'est pas un plan d'espionnage, c'est parce que c'est. Tout y est. Toutes les infrastructures, le moindre baraquement des Troufions, l'endroit, les moulins à céréales, l'entrée de la passe, ce qui leur sert de rade de fabrication, tout y est. Et Perron soumet au gouverneur général de Caen, que je vous ai montré, un plan d'invasion de Sydney, en déclarant voilà ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on débarque et on vire les Anglais de Sydney. Et l'Australie deviendra française. Et il le soumet au gouverneur général de Caen, qui n'est, croyez-moi, pour ceux qui auront le temps, regardez sa biographie, dans l'histoire de l'Empire, il n'est vraiment pas personne, c'est un grand général, acquiesce et fait passer en France. Est-ce que c'était complètement stupide? On est en 1802. Est-ce qu'on peut penser qu'il était stupide à l'armée révolutionnaire qui a viré la moitié de l'Autriche et de la Russie, à l'armée révolutionnaire qui va faire Austerlitz dans quelques années, de battre quelques Anglais à un endroit quelconque? Ah non. Il y avait juste un petit détail, c'est qu'il fallait aller jusque-là et y rester. Ça s'appelle la marine. Mais on est en 1802, hein. En 1802, vous avez toujours Bonaparte qui a toujours l'intention de refaire une grande marine française. Il a même calculé le nombre d'arbres avec la sorte. Vous connaissez le Bonaparte, il fait tout dans tous les détails. Il connaît le nombre d'arbres qui, en France, peuvent faire des mâts de bateaux. Il les connaît. Tous, un par un. Il sait qu'il y en a 40 000. 40 000, il faut faire 3 bateaux quand même. Bon. Vous n'avez pas encore eu Trafalgar, vous n'avez même pas encore eu... on n'a pas encore eu Trafalgar. La marine, elle existe encore, il y a encore quelque chose. Donc est-ce que c'était si stupide? Pas forcément. Il n'en reste pas moins que, quand ça arrive en France, alors quand je vous dis que... vous allez voir, quand je vous dis qu'on en fait quand même une inter-française, vous allez voir. Quand ce rapport arrive en France, Bonaparte ne lit même pas. Pourquoi? Parce que c'est terminé, c'est fini. À ce moment-là, il sait que la marine s'est perdue, il sait qu'il ne fera pas le poids face à la marine britannique, et sa mentalité a changé. Il est passé de la tentative de battre les Anglais par le commerce maritime au blocus. C'est-à-dire qu'on est dans l'autre sens. C'est la terre qui compte et plus la mer. C'est un vieux réflexe français, souvenez-vous de Louis XIV, c'est la même chose. Donc, ça passe à l'as, d'accord, mais il y a bel et bien eu un plan pour virer les Anglais de Sydney, qui a été agréé par un très grand général français et qui a été présenté à celui qui n'était pas encore l'empereur. Alors, bon, le bilan de l'expédition Baudin, scientifiquement, c'est une splendeur. C'est la plus grande expédition scientifique de l'ère des Lumières, de très très loin. 10 fois en termes de quantité d'espèces ramenées par rapport à Cook. La moitié du muséum d'histoire naturelle rempli rien que par lui. Tous les mimosas, tous les eucalyptus que vous connaissez ici, en France, proviennent de cette expédition. C'est-à-dire qu'ils ont été ramenés vivants, ils ont été acclimatés à la petite Malmaison, c'est-à-dire par Joséphine de Beauharnais elle-même dans les jardins de la Malmaison, et expédiés aux différents muséums de France pour que tous les Français puissent en profiter, notamment dans le sud pour ces arbres-là, et pour les développer. Donc, le moindre mimosa que vous voyez à Nice tous les printemps est un rejeton de l'expédition Baudin. Par contre, c'est un échec politique. On revient, vous vous souvenez de la terre Napoléon, il faut oser quand même. Hein. Golfe Bonaparte, Golfe Joséphine, carte générale de la terre de Napoléon, on est en 1811, vous imaginez que ça passe pas très bien. Flinders, qui sait parfaitement que c'est lui qui a exploré ces endroits-là et qui est prisonnier des Français, il est prisonnier de Caen à ce moment-là, à l'île Maurice. Bon, bref, c'est surtout une fumisterie. De la part, alors rappelez-vous, Baudin est mort. Il était absolument détesté de ses officiers, et en particulier de Perron, dont vous avez eu le plan d'invasion de Sydney,
et de Freycinet, qui était l'un de ses officiers. Freycinet est l'officier qui a dessiné les cartes, dont celle-ci, dont celle que vous avez vue d'entrée. Il détestait, il haïssait Baudin. Ils ont tout fait d'ailleurs pour l'effacer de toute mémoire. Le récit de l'expédition Baudin, le nom de Baudin n'est jamais cité. Jamais. Il y a marqué notre chef. La haine absolue. Bon, ils ont essayé. C'est une fumisterie. Pourquoi c'est une fumisterie? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit. À cette époque-là, a le droit de donner le nom d'un endroit, celui qui est le premier à y passer. C'est logique. On est d'accord. Bien. Et si on regarde ça, vous avez, souvenez-vous, je vous ai dit que Sydney est là. Je vous ai dit que de Sydney, on avait envoyé des expéditions, les expéditions de Grant et Murray, qui donc, eux, ont fait cette partie-là qu'ils ont découverte. Vous avez Flinders qui a découvert cette partie-là, autrement dit, les golfs Bonaparte et Joséphine, soi-disant, qui sont les golfs Spencer et Saint-Vincent, qui sont deux amiraux de l'époque. Et la partie rouge est la seule que l'expédition Baudin a le droit de réclamer comme étant celle où elle a été la première à passer. Donc Freycinet sait parfaitement, et Perron savent parfaitement qu'ils font une fumisterie. Ça ne les gêne pas, ils le font quand même. Dommage. Dommage parce que il a bien fallu, quand les guerres napoléoniennes ont été perdues, et même avant, vous imaginez bien que les Anglais n'ont pas laissé passer ça. Et non seulement ils ont enlevé les noms français que vous aviez donnés, à ce propos, il y a une petite anecdote, je ne peux pas m'en empêcher, même si je prends 3 minutes de retard. Freycinet, quand elle a dessiné le golfe Bonaparte et le golfe Joséphine, rappelez-vous, 1811, la sortie de l'Atlas, lui, il a dessiné vers 1807, je crois, si je ne me trompe pas. 1811, Joséphine, elle n'était plus impératrice. Ah! Le courtisan s'affole. Ben oui, c'est Marie-Louise l'impératrice en 1811. Il s'affole. Il demande en urgence flash à ce qu'on change évidemment le nom. Ah ben, zut, elle est plus là, mais vous avez compris, le nom de golfe Joséphine au nom de golfe Marie-Louise. Et s'entend rien répondre. On lui fait répondre. Bonaparte lui fait répondre. Napoléon à ce moment-là lui fait répondre. Non. Pour deux raisons. La première, je vous rappelle qu'il ne détestait pas Joséphine et loin de là. Elle était toujours d'ailleurs impératrice, elle avait toujours le titre. Deuxièmement, l'immense plaque de cuivre sur laquelle j'ai eu la chance de travailler avec le muséum d'ailleurs pour l'Australie. L'immense plaque de cuivre qui a servi à graver la première carte que je vous ai montrée, elle fait cette taille-là, hein, d'accord? Ça coûte un tout petit peu de sous. Et souvenez-vous que Bonaparte et Napoléon étaient radins. Ils disent non, on ne va pas faire ça, ça coûte une fortune, donc non, on laisse. Et donc c'est comme ça que le 1811, vous avez un golfe de Joséphine alors que l'impératrice est Marie-Louise. Voilà. Freycinet s'est affolé, mais bon. Et il n'en reste pas moins que les Anglais ont pris la carte de Flinders et ont changé les noms et en attribuant les vrais noms. Et donc vous avez, à partir de donc la carte qui a été faite à partir de la carte de Flinders, vous avez ici les terres de Flinders, logique, les terres de Baudin, il les lui accorde, et les terres de Grant, Grant et Murray, Murray pour différentes raisons un petit peu disparu. Donc ça, c'est que vous ne trouvez plus un nom français ici. On va y revenir. 1824. Freycinet a été obligé de changer sa carte jusqu'à une carte en 1824 qui reconnaissait la même chose. Il a quand même été mis, vous l'avez compris, il était obligé de redessiner sa propre carte. On a perdu. Louis XVIII. Louis XVIII, vous allez me dire que je vais vous dire un truisme, était le frère de Louis XVI. Si. Bon. Mais Louis XVI, qu'est-ce qu'il tient de Louis XVI? Il tient quand même l'idée de la grandeur de la France. Il disait l'autre grand là, pas le même. Il tient cette idée-là, et quand il est devenu roi, après son exil, et surtout après les 100 jours, c'est quelque chose qui est profondément ancré en lui, la grandeur de la France. Il faut remettre la France à la place qui est la sienne après la défaite napoléonienne. D'où la façon dont se sont déroulés les accords de Vienne en 1815. D'où, rappelez-vous, Louis XVIII. Vous avez vu à l'époque où Paris était occupé, les Prussiens qui voulaient faire sauter le pont d'Iéna, parce que ça leur rappelait un mauvais souvenir, et Louis XVIII qui se fait transporter au milieu du pont et qui les met au défi de faire sauter le pont. C'est authentique, comme bon. Et les gens du bonhomme. Il a l'intention de remettre la France sur les mers. Mais évidemment, remettre la France sur les mers, c'est quand même aller chercher des crosses aux Anglais. Alors il faut y aller doucement. Donc on va commencer par des expéditions scientifiques et des tours du monde. Des tours du monde qui, c'est sans doute un hasard, on repasse par l'Australie. C'est sans doute un hasard. Hein.
Enfin, quand vous faites le tour du monde, rater l'Australie, c'est quand même difficile. Alors, vous avez un premier, bah, tiens, c'est lui, Freycinet. Le premier qui repart, bah, c'est lui, Freycinet. Je suis en retard, mais je ne vais pas vous faire plus de 10 minutes maintenant, promis. C'est lui, Freycinet. Il repart, il fait un premier tour du monde, 1817, qui est d'ailleurs d'un point de vue scientifique extrêmement bien réussi. Bien entendu, il passe autour de l'Australie. Bien entendu, il passe autour de l'Australie de l'Ouest, qu'il connaît très bien, souvenez-vous, hein, vous avez vu ma première carte. Quand Baudin est arrivé, il a commencé par l'Australie de l'Ouest, il connaît très bien cet endroit. Que constate-t-il? Personne. Bon, il revient. Son bateau coule du côté des Malouines, il est récupéré par le Valais. Son bateau coule un 14 février. Il se trouve que sa femme était embarquée clandestinement dans le bateau, Rose de Freycinet. Donc 14 février, il coule, je ne raconte pas la Saint-Valentin. Enfin bref, ils sont récupérés, ils finissent par rentrer. Vous avez ensuite, je vous l'ai fait rapidement, mais vous avez ensuite Duperrey. Lui, il part en 1822 sur la coquille on va la retrouver, donc le bateau s'appelle la coquille, on va la retrouver. Duperrey, même chose, on refait une expédition scientifique, on fait le tour du monde, on passe par l'Australie, on repasse par l'ouest de l'Australie. Tiens, il n'y a toujours personne. Bon. C'est encore une fois une très 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 belle réussite scientifique. À chaque fois d'ailleurs, les bateaux s'arrêtent à Port Jackson, donc Sydney. Port Jackson, c'est la baie qui est devant, et donc Sydney, c'est la ville. Chaque fois, ils s'arrêtent. À chaque fois, ils sont très bien reçus par les Anglais. Puis, bon, on repart, surveillés de près par les Anglais, ils sont toujours installés là, mais qui nous regardent quand même de près. Et à bord de l'expédition de Duperrey, il y a quelqu'un d'important qui s'appelle Jules Porret de Blosseville, tout jeune. Jules Porret de Blosseville a une mission de la part du gouvernement français. Vous vous souvenez de Perron qui a fait le plan d'invasion de Sydney? Il n'a pas fait que ça. Il a fait un rapport dans lequel il décrivait le succès, selon lui phénoménal, du système de la colonie pénitentiaire. Et il recommandait à la France de faire exactement la même chose. Faisons une colonie pénitentiaire. Alors lui, dans son esprit, c'est on prend, rappelez-vous, un plan d'invasion de Sydney, on prend Sydney, on vire les Anglais, on se met à leur place, on fait la même chose. Bon. Ça évolue un peu. Porret de Blosseville est chargé d'étudier la possibilité de créer quelque part dans le Pacifique, c'est-à-dire le plus loin possible pour se débarrasser des indésirables, une colonie pénitentiaire qui sert à la fois de se débarrasser des indésirables et de prendre possession d'un endroit qui est encore vierge de toute occupation. Donc, eh bien, il le fait. Il le fait avec un rapport extrêmement favorable. Et ce rapport favorable, on va le retrouver très très rapidement. On a le Louis XVIII, lui, il a surmultiplié. Là, l'expédition du Duperrey est la dernière expédition scientifique. Louis XVIII passe au politique. Ça y est, il y en a deux, on a prévenu les Anglais. On passe à la suite. Et on passe au politique. Le politique, c'est Hyacinthe de Bougainville. Alors, c'est le fils du grand Bougainville, hein, de Louis-Antoine. Il était aspirant dans l'expédition Baudin, d'ailleurs extrêmement mal noté. Je ne préfère pas vous dire les mots qui étaient employés. Bon, il est devenu un excellent officier et il fait ce tour du monde, mais alors là, purement politique. C'est-à-dire que cette fois, les ordres de Louis XVIII sont de montrer le drapeau français sur les mers du monde. Bien entendu, il passe, devinez par où? Par l'ouest de l'Australie. Donc après avoir fait un rapport dans lequel il était désespéré qu'on ait abandonné l'île Maurice, il avait raison d'ailleurs d'un point de vue purement stratégique, il passe par l'ouest de l'Australie, constate qu'il n'y a toujours personne. Il fait le tour de la Tasmanie, ça c'est son album pittoresque, donc ça c'est le dessin. Il n'a pas pu s'arrêter en Tasmanie, bon, on voit c'est bien pourquoi. Bon, d'accord. Il s'arrête comme tout le monde à Sydney, à Port Jackson avec les Anglais, il rentre. Et bien entendu, son rapport en ce qui concerne l'Australie est double. 1. Sydney est prenable. Dans l'état actuel de l'armée de Sa Majesté, nous pouvons prendre Sydney. Mais, ajoute-t-il, pourquoi faire? Pourquoi entrer en guerre une fois de plus avec les Anglais pour prendre Sydney, alors que nous pouvons faire exactement la même chose à l'ouest de l'Australie où il n'y a strictement personne? Et comme il y a 4000 km entre les deux, on doit quand même pouvoir couper cette énorme île en deux. Installons-nous à l'ouest. Reçu, dit le roi, le gouvernement et le Parlement. Qui ressort le rapport de Blosseville. Vous savez, celui où, tiens, ce serait vachement bien d'installer une colonie pénitentiaire. Bon, alors là, on a les deux.
Alors c'est parti. C'est-à-dire que le Parlement décide, est prêt à financer l'installation d'une colonie pénitentiaire française à l'ouest de l'Australie. C'est aussi Hyacinthe qui a installé. Vous vous souvenez la tombe du père receveur que je vous avais montré, donc disons c'est le mémorial de l'expédition La Pérouse, il y a aussi une colonne. Ça c'est le musée qui a été élevé en 1987. Enfin ça vous donne une petite idée, rien que même ça vous donne une idée de ce à quoi pensaient des gens comme Bougainville. C'est pas, on sent qu'on a envie d'être là. Hein. Voilà, ça le traduit très très bien ça. Bon. Alors on envoie un certain Dumont d'Urville. Ça doit vous dire quelque chose ça. Dumont d'Urville, c'est le seul navigateur au fait. C'est le seul navigateur qui a fait 3 fois le tour du monde et qui est revenu vivant. Rappelez-vous qu'il a été bouffé la 3e fois. Vous faisiez le sandwich, je vous refais. Hein. Je m'en lâche jamais. Il est envoyé, il était déjà le second de Duperrey, et là il est envoyé avec sa propre expédition. Quel est le but de cette expédition? Elle est double. Et c'est ce que j'appelle moi le deuxième explorateur espion après Hyacinthe de Bougainville. L'expédition d'Hyacinthe de Bougainville, dans l'ouest de l'Australie, c'était carrément une expédition d'espionnage. Il fallait repérer si vraiment on pouvait toujours s'installer là. La réponse est oui. La deuxième, Dumont d'Urville, il a carrément des ordres. C'est-à-dire que son expédition a pour ordre officiel de retrouver l'endroit où a coulé la Pérouse, ce qu'il va faire d'ailleurs. Vanikoro, c'est la course après Dillon, les Anglais, etc. Je n'ai pas le temps de vous raconter là. Mais il a aussi un ordre qui est de vérifier l'endroit que le Parlement a choisi pour installer une colonie pénitentiaire française, c'est-à-dire la King George Sound, le port de Roi-Georges, qui est aujourd'hui Albany. Et il le fait. Bien sûr qu'il le fait. Hein? Il est discipliné. Puis en plus, il est bon navigateur. C'est là. Aujourd'hui, c'est Albany. Ça, c'est juste pour que... Donc, bon... on doit pouvoir ne pas se taper dessus tout de suite, quand même. Bon, donc là, cette époque-là, il n'y a rien. Rien. Bon. Le seul endroit où les Anglais se sont installés, c'est ici en Tasmanie. Je vous le raconte très rapidement. C'est ici en Tasmanie. Pourquoi? Parce que quand l'expédition Baudin est repartie, Baudin s'est arrêté ici, à l'île King. Le jour même où il s'est arrêté à l'île King, le gouverneur King, c'est de son nom, a envoyé un bateau pour lui dire de... Pourtant, il s'entendait bien, mais pour lui dire de ficher le camp à la seconde. Mais littéralement à la seconde. Il l'a envoyé comme un huissier. Pourquoi? L'un est là. Imaginez une seconde. Sydney là. Les Anglais installés, les Français installés là. Vous ne faites pas un dessin? Sydney, coupé de l'Inde, pas possible. Bon. Depuis ce temps-là, ils nous surveillent de près. Justement, King George Sound, regardez les dessins de propagande de l'expédition, parce que c'est ça, de l'expédition du Dumont d'Urville. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un endroit où on s'installe? 3 choses. De l'eau, inégale. Une rade, évidemment, pour pouvoir installer les bateaux tranquillement. Et, rappelez-vous, qu'on ne soit pas trop embêté par les sauvages, comme on les appelait à l'époque des Lumières, naturels, comme on les appelait sous Louis XVIII. Rappelez-vous qu'on a quand même Marion Dufresne qui s'est fait manger par les Maoris, hein, donc on a des plus ou moins bons souvenirs nous aussi, donc on regarde ça de près. Alors, ben voilà, les dessins de l'expédition du Dumont d'Urville. King George Sound, regardez, on a une égale, on a de l'eau douce, tout va bien. Et alors là, la photo de propagande, bienvenue dans le bois de Boulogne. Donc nous avons, regardez, ça c'est vraiment destiné au Parlement et à l'opinion publique, nous avons une égale, une rade, on peut s'installer tranquille, vous avez vu là, et puis regardez-les. On se balade tranquillement au bois de Boulogne et vous avez les gentils sauvages. Pas de problème, on peut s'installer. On nous oblige juste de dire que quand les Anglais débarquent là, régulièrement, les aborigènes s'en font un ou deux, assez rapidement, et inversement d'ailleurs. On est en avril 1826, il crée la preuve, il crée son rapport, ok, on s'installe là, c'est bon pour lui, navigateur, il confirme les ordres du Parlement, on peut s'installer là, donc c'est décidé. C'est décidé, la France s'installe. Bon, il repart. Il ne faut pas oublier qu'il avait quand même allé jusqu'à Vanikoro et rentré, il y en a pour un an. Ce que les Français avaient oublié, c'est un petit détail. Les Anglais. Petit détail. Parce qu'ils nous avaient vu venir avec nos gros sabots, quand même, depuis un gros moment. Et évidemment, ça ne se passe pas tout seul. Dès
que Dumont d'Urville est parti, les Anglais envoient Sir Edmund Lockyer, vous voyez, joyeux de riz, ça se voit tout de suite, depuis Sydney, pour prendre possession de King George. Je vous rappelle qu'il n'y avait rien. À l'époque, personne n'avait pris possession de l'Europe. Prendre possession de King Georgetown, donc il part de Sydney. À Noël, il est sur place. En janvier, il plante l'Union Jack et décrète que King Georgetown, le futur Albany, il crée d'ailleurs la ville, King Georgetown est à partir de maintenant anglaise, britannique. Ça veut dire que d'est en ouest, l'Australie appartient d'un seul coup à l'Angleterre et que la France ne peut plus s'installer à moins de vouloir déclencher une guerre. Cette fois, on a gagné. Cette fois, ils sont allés plus vite que nous. Ce petit jeu va durer. Pardon. Ce petit jeu va durer encore un tout petit peu de temps. On envoie, quelques années plus tard, dans les années 1840, une flotte ici à Akaroa, en Nouvelle-Zélande, toujours, alors c'est une manie chez nous, toujours pour installer une colonie pénitentiaire. La flotte est là, elle est à 8 jours. Les Anglais signent le traité de Waitangi avec les Maoris, qui fait de la Nouvelle-Zélande une colonie britannique, détachée de New South Wales. Elle appartenait en fait, c'était une province de New South Wales, de Sydney, ça devient une colonie britannique à part entière, et la flotte qui se balade par là, quand elle atterrit, trop tard. Ils vont vite, hein. On aurait dit qu'ils avaient Internet avant nous, dis donc. Ça va continuer. Alors, il y a une fois au moins, une fois où on est allé plus vite qu'eux. Je vous présente du Petit Thouars, qui est chargé, devinez ce qu'il est chargé de faire. De trouver une colonie pénitentiaire, en l'occurrence aux Marquises. Je vous jure que c'est vrai. Il y a eu 3 déportés aux Marquises dans tout le pays. Mais en tout cas, du Petit Thouars, qui a une histoire, je vous la fais. Il était obligé, lui, d'être au niveau de son père. Son père, je ne sais pas si vous savez, il commandait un bateau pendant la bataille du Nil, celle que nous avons perdue, la bataille d'Aboukir, celle que nous avons perdue. Bonaparte était en Égypte. Les Anglais nous battent à Aboukir. Son papa se fait arracher les 2 jambes par un boulet de canon. Il se fait planter dans un bocal de son pour rester debout et continue à donner ses ordres jusqu'à ce qu'il meure. Dans le genre, j'ai une hérédité dans la marine à assurer. Bon. Donc il prend les Marquises sur ordre. Et puis, puisqu'il était là, où il est dans le coin, il en profite, et bien il s'empare de Tahiti, mais sans ordre. Alors il y va, carrément. Bon. Il vire Pritchard, enfin, Tahiti c'était un peu compliqué, ça appartenait à la fois à l'église d'Angleterre et à l'Angleterre, bref, il vire tout ce beau monde. Il est désavoué par, j'ai plus le temps de faire l'histoire, mais il est désavoué par le gouvernement français, mais enfin on ne rend pas Tahiti aux Anglais pour autant, hein. Bon, ça ne pas non plus. Et donc c'est bien la seule fois où on a réussi à leur piquer un truc relativement rapidement. Je termine en vous faisant un petit cadeau. Cette carte, vous êtes les premières personnes physiques à la voir. Les premières. Je ne l'ai jamais montrée à un public physique. Je n'ai pas une fois en ligne. Cette carte date de 1910. Elle a été dessinée par Alphonse de Fleurieux. C'est-à-dire le descendant, souvenez-vous, de Claret de Fleurieux, celui qui a organisé les expéditions d'Entrecasteaux, Baudin, Marchand, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous souvenez que les Anglais ont enlevé les noms français, évidemment, de la carte de l'Australie, puisque nous avions triché. Bien. Alphonse de Fleurieux a repris les cartes dont il disposait, évidemment, vu son hérédité. Il a repris les cartes de Flinders, qui en fait étaient devenues les cartes officielles, d'ailleurs jusque dans les années 1920. Et il s'est pointé avec ces cartes-là, en écrivant à la main les endroits où il estimait que les noms devaient revenir aux Français. Pourquoi? Il écrit, alors vous ne le voyez pas ici, mais il écrit là, clairement, là où Flinders est passé le premier, ça lui appartient, là où Baudin est passé le second, là où il appartient, et surtout, tous les noms qui sont après Baudin ne sont pas valables. Et il part là-dessus. Il prend cette carte et il débarque en 1910 en Australie. Pourquoi en 1910? Parce que c'est l'année où l'Australie est devenue un État fédéral. En gros, vous avez Sydney et Melbourne qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour devenir la capitale. Bon. Alors l'Australie a créé Canberra, c'est-à-dire un bled au milieu de nulle part, au milieu du mouche, avec rien, mais qui était équidistant des deux, la seule ville d'ailleurs qui n'est pas au bord de la mer, il faut vraiment chercher l'endroit où on s'ennuie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait réactualiser les cartes. Et donc il en a profité, Alphonse. Il a débarqué avec ses cartes, et il est venu tranquillement demander au gouvernement australien, ces noms-là, vous pouvez les remettre. Ils nous appartiennent.
Et donc, vous voyez quelques noms comme enfin, là, partout où c'est rouge, il remplace, là où c'est rouge, il le fait de sa main, il remplace sur la carte de Flinders des noms anglais existants, considérant qu'ils nous appartiennent parce qu'ils ont été ajoutés, parce qu'ils n'ont pas été découverts par Flinders. Flinders est passé à la première, mais ce n'est pas lui qui les a nommés. Donc c'est Baudin qui les a nommés, et tous ceux qui les ont nommés derrière n'ont pas le droit de le faire. Je vous donne un tout petit exemple. Sur Flinders, alors ça c'est, bon, le revoilà Flinders, vous l'avez vu avant, ça c'est sa statue, parce qu'on a retrouvé son corps il y a 2 ans. On n'a jamais retrouvé le cadavre de Baudin en fait, pour vous donner une idée à quel point on l'a fait disparaître politiquement. Et justement, j'essaye de monter une expédition archéologique pour le retrouver à Maurice, mais on a retrouvé le corps de Flinders sous une station de métro il y a 3 ans. Seulement les Anglais, eux, respectant de près leur grand navigateur, ils ont rentré la station de métro, ils ont ressorti les restes de Flinders et ils l'ont enterré chez lui dans le Yorkshire, et ils ont créé cette statue que moi je trouve très rigolote, avec, vous voyez, bon, ça c'est Tim, son chat, parce que pendant toutes ces, quand il raconte son histoire, il parle de Tim tout le temps, et notamment dans ses lettres à sa femme qui sont absolument magnifiques. Bon, ben, regardez, ça c'est la carte originale de Freycinet, donc celle qui est fausse. Et ça, c'est la carte de Flinders qui a été refaite par Alphonse de Fleury. D'accord? Donc cette carte, elle est unique. Je vous garantis qu'elle n'a jamais été vue par personne. Je l'ai vérifiée auprès du directeur des plans et des cartes et plans de la BNF, c'est eux qui nous trouvent en fait, auprès du directeur des cartes de la National Library à Canberra, on a vérifié ensemble, on ne la connaît pas cette carte. Donc on a encore tout le travail à faire. Hein. Elle est inédite pour l'instant. On a commencé à travailler un peu. Et bien regardez, vous avez ici dans la française, celle de Napoléon, on va dire celle de Napoléon, la galissonnière. Les Anglais l'ont appelée la McDowell. Hop, on remet la galissonnière. Vous avez le cap duplex, il bat le nom qu'il a, cap duplex. Même chose pour Sévigné, même chose. Alors, et puis en plus, on a une carte de France, de l'histoire de France. Hein. Vous avez Hortense, Hortense, je vous rappelle, c'est la nièce de Napoléon, hein, c'est la mère de Napoléon III. Vous avez, oui, je sais que j'en parle, vous avez Laetitia, c'est donc maman de Napoléon, vous avez Vendôme, vous avez même Jeanne d'Arc. Et regardez, à chaque fois, il bat, il le bat. Résultat, vous avez aujourd'hui 450 noms français qui parsèment la côte sud de l'Australie. Et c'est tout ce qui reste de cette immense histoire. Je suis désolé, j'ai été un peu long, mais vous imaginez que c'est dense comme sujet. Ce qui reste, c'est ça. Ce sont ces 450 noms. Et le fait que quand vous débarquez en Australie et que vous êtes français et que vous parlez de ça, croyez-moi, vous êtes très bien accueillis. Voilà. Prochaine. J'en peux plus. Prochaine, ça vraiment je vous conseille d'y aller. La prochaine conférence, c'est celle-ci, vous pouvez le regarder sur l'agenda. Vous avez aussi le 19 octobre, celle de Gabriel qui était là. Et puis si vous avez faim, vous pouvez aussi venir manger à la Fringale le vendredi soir. On y fait, je vous raconterai des histoires et vous allez pouvoir manger du kangourou. Et ce soir, il n'y a pas de crocodile, mais un autre soir, il y en a. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est pour ceux qui n'en ont pas encore marre. Vous avez le rapport du premier qui a posé sa bouteille. Oui. Vous avez le rapport, pourquoi ils n'ont pas sorti au moment? Parce qu'il était l'adjoint. Je suis désolé, je pars sans ça, je vais faire un révolte. J'en profite. J'ai honte, révolte. Parce qu'il était l'adjoint de Kerguelen. Et Kerguelen ayant, bien entendu, fait croire, et comme il y a d'énormes mensonges en décrivant les îles, ce qui seront les futures îles Kerguelen, qu'il n'avait même pas reconnu lui-même, comme un nouveau Brésil, et se retrouvant en forteresse, tout ce qui s'est rapporté à lui, en arrivant dans les bureaux de la marine, était considéré comme un mensonge. Donc ça a été enterré, et jamais redéterré. Tout simplement. Et vous savez comment ça se passe dans l'ancienne monarchie. En plus, il était mort, le pauvre Saint-Albin. Donc dans l'ancienne monarchie, personne n'avait l'influence pour faire ressortir le rapport et essayer d'y aller. Et résultat des courses, mais vous avez raison de le souligner, c'est à cause de ça qu'il n'y a pas eu de Français qui se sont installés, alors que sur le rapport de Cook, qui ne date que 2 ans avant, vous avez la First Fleet, 18 ans après, qui débarque et qui prend Sydney, avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Surtout depuis quelques jours qu'on ne va pas parler de sous-marin, on l'a déjà fait. Autre question. Comment on a retrouvé la bouteille? Alors, il y avait une recherche on savait qu'elle était là, parce que ce rapport, il existait. Donc des historiens et des archéologues français, sachant qu'elle était dans le coin, c'est un archéologue qui a retrouvé la pièce, qui a retrouvé vous vous souvenez, la photo, il y avait une pièce,
Il a d'abord retrouvé la pièce dans sa capsule de plomb. Et à partir de là, c'est le musée de l'Ouest australien dont ce territoire dépend. Donc ce sont ces archéologues qui ont essayé de chercher pendant 3 mois à partir de l'endroit où se trouvait la pièce pour voir s'ils pouvaient retrouver le reste. Et ils ont retrouvé la bouteille. Par contre, ils avaient peu de moyens, et donc la fouille archéologique n'a duré que 3 ans. Et malheureusement, tout ce qui est un travail archéologique normal, c'est-à-dire notamment toujours également tout ce qui est situation, n'a pas été fait. J'ai rencontré Maëva qui s'en était chargée à l'époque, et elle m'a dit on n'avait pas un rallye, il fallait qu'on aille vite, donc on a retrouvé la bouteille. Et puis bon, c'est comme ça qu'elle est au musée, qu'on a retrouvé la bouteille. Et c'est la preuve absolue que, effectivement, Saint-Alois avait débarqué là. On n'a jamais retrouvé le parchemin dont je vous parlais. Apparemment, il a dû pourrir, même dans la bouteille avec le temps. Mais on a retrouvé la bouteille et la pièce de 1767. Je vous ai laissé saouler, c'est bon? Oui, intéressant. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée.